3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lalvé est avec nous, le directeur général de Montpensier-Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Enguerrand Artaz nous accompagne également, gérant et stratégiste à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Louis Albert est également à nos côtés, le directeur de la gestion action d'Ori Gestion. Bonsoir et bienvenue Louis. Bonsoir. Merci d'être là. Enthousiasme rationnel ou exubérance aveugle, irrationnelle. Alors la formule permet de rendre hommage évidemment à Alan Greenspan. La question se pose au sujet du thème de l'IA. C'est un peu toujours la même question. Où est-ce qu'on en est du développement de ce thème ? Qu'est-ce que peut nous dire une séance comme celle d'aujourd'hui, avec effectivement quelques secousses, des prises de profit peut-être un peu appuyées ? Qu'est-ce que ça nous dit de la maturité du thème de l'IA et de la recherche d'intérêt de la part des investisseurs dans cette thématique de l'IA grandissante ? Louis. Les investisseurs sont plus prêts à tout acheter dans l'IA. Et maintenant, ils font des sélections, ils veulent trouver les gagnants. Il y aura des thématiques gagnantes, il y aura des secteurs gagnants. Il y aura des entreprises gagnantes. Il y a beaucoup de questions qui se posent quant à l'adoption, la monétisation. Beaucoup plus de questions que de réponses aujourd'hui. On sait que ça va être diffusé dans le marché. Les entreprises vont l'adopter. Dans quelle mesure ? C'est très, très dur de savoir. Le marché a... la thématique a porté les marchés, contribuant très nettement à la performance annuelle depuis le début de l'année. Les valorisations sont plus tendues. Qui dit valorisation tendue dit plus de volatilité. Ça arrive quelques jours en plus après... Moins de droit à l'erreur, quoi, c'est ça. Plus de stress. Plus de stress. Plus de stress quant aux résultats de Micron. Est-ce qu'ils vont réussir à topper les attentes de croissance colossale attendues ? Comment sera le discours associé ? Ouais. Et ça nous dit quoi de la maturité du thème ? Est-ce qu'on réfléchit tous les jours à l'idée d'un pic boursier de l'IA ? Est-ce que ce pic paraît encore très très loin ? Comment on se positionne par rapport à ça ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que les investisseurs ne lient pas la tech au reste. Il y a toujours un jeu d'arbitrage entre les deux, un jeu de vase communicant. Aujourd'hui, ce qui ne marchait pas dans les derniers jours, dernières semaines, les semis fonctionnent aujourd'hui, alors que les semis étaient complètement délaissés des investisseurs. Et au contraire, les semi-conducteurs qui ont considérablement Donc les logiciels progressé. Fonctionnent aujourd'hui, c'est ça ? Alors pas les semis, et les semis baissent. Alors que les semis oui, c'est ça, on est d'accord. Oui. Donc ce mouvement de va-et-vient, cette mécanique de va-et-vient, elle permet quand même de se dire que... Elle montre qu'il y a encore de l'appétit pour le risque. D'accord. Mais qu'il y a du stress et les investisseurs sentent bien qu'ils ne peuvent pas rester assis sur les semis en attendant des centaines et des centaines de pourcents de performances et d'empiler les performances comme ça sans qu'il ne se passe rien. Ouais. Mais il faut s'attendre à un marché plus volatile dans les prochaines semaines. Bon. L'enthousiasme est encore approprié ou est-ce qu'il faut être de plus en plus vigilant, voire méfiant, peut-être vis-à-vis de ce thème de l'IA ? On parle sur le plan boursier, bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque de déconnexion boursière par rapport à la réalité des investissements qui restent évidemment massifs, gigantesques devant nous ? Alors je pense qu'il y a deux sujets un peu corollaires. D'une part, il y a la violence de certains mouvements qu'on voit. Elle se fait aussi parce que progressivement, on change de proxy pour jouer ce thème de l'IA. Pendant longtemps, ça a été les Mag 7. Depuis l'automne dernier, c'était les semis, et puis la mémoire qui est venue à peu près en même temps. Alors j'ai vu un analyste qui appelait les Mag 7 les Lag 7 désormais. Donc depuis octobre, c'est ça, c'est des lagardes. Quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, à force d'avoir trop joué le thème des semis et de la mémoire, le marché va essayer de trouver un nouveau cheval pour jouer le thème de l'IA. Peut-être que ça peut être les logiciels. Moi, je crois assez à cette potentialité-là. Alors, ça ne sera pas tous les logiciels, mais une partie des logiciels, notamment dans le contexte où on voit qu'on rentre dans une phase de rationalisation des dépenses IA avec la facturation au token, etc. On voit qu'on va quand même... Ça ne veut pas dire qu'on va faire moins d'utilisation de l'IA, ça veut dire que peut-être on va devoir l'organiser différemment et peut-être que là-dessus, les boîtes de logiciels peuvent être un layout qui permet de faire cette organisation-là. Donc, voilà, il y a cette recherche de quel est le prochain véhicule pour jouer l'IA qui, pour le coup, est un mécanisme qui me paraît plutôt sain. C'est-à-dire qu'on avance dans le cycle IA, et du coup, on change progressivement de leader. Ceci étant dit, je trouve quand même qu'il commence à y avoir progressivement de plus en plus de cases cochées d'un début de bulle boursière. C'était pas le cas il y a encore, je dirais 6-9 mois, quand j'en parlais l'automne dernier, je disais
Pour moi, il n'y a pas de bulle de marché. Il y a peut-être une bulle de capex, de financement liée à tout ce qui était levé du côté du private credit, etc. Peut-être qu'il y a une bulle là-dedans, mais il n'y avait pas de bulle de marché. Là, je trouve qu'on commence à cocher petit à petit des cases. Je pense que le pic de la bulle est encore assez loin, mais on commence à cocher des cases. Évidemment, les méga IPO qu'on voit arriver en sont une. Même la rapidité des flux dans certaines sous-thématiques en sont une également. On peut prendre l'exemple, il y a un ETF dont le nom du fournisseur m'échappe, qui a été lancé aux États-Unis le 2 avril sur la DRAM. D'ailleurs, il s'appelle le ticker Bloomberg, c'est DRAM. La collecte, donc depuis le 2 avril, 25 milliards. La rapidité des flux est... en tout cas, la dérivaison de la rapidité des flux montre par moments des signes d'exubérance. Donc il y a une forme un peu maniaque, là, notamment chez les investisseurs, notamment chez des particuliers. Je trouve qu'il y a, ceci étant dit, des mouvements de correction comme on a aujourd'hui, on peut se dire finalement il n'y a pas ça, mais de deux choses. D'une part, si on reprend la baisse qu'on a eue au début du mois, elle a été rachetée en 3 jours. Et d'autre part, si on veut faire un parallèle, même s'il est toujours bancal avec la crise de 2000, sur la dernière année du rallye de 2000, le Nasdaq a fait 10 fois des corrections de plus de 10%. Donc, c'est pas du tout incompatible. Le fait d'avoir des corrections comme on l'a n'est pas du tout incompatible avec la poursuite d'une euphorie. Je comprends. Donc, là-dessus, je pense qu'il faut être un peu méfiant. Avec une vue d'un peu de long terme, je pense pas du tout qu'on soit au pic d'une éventuelle bulle. J'avais pas en tête qu'on avait 10 corrections de 10% dans l'année précédente, le pic de la bulle entre 2000. Début 99 et mars 2000, on a 7 corrections de plus de 10%. Et quand même, pendant ce temps-là, le Nasdaq fait plus 160. Donc, les deux sont pas incompatibles en réalité. Je comprends. Sébastien, on entre dans une phase un peu plus maniaque quand même là autour de l'IA. Il fait très chaud et là on a un peu nous on a un peu des dinosaures parce qu'on fait de la gestion fondamentale, on regarde la valorisation, on regarde les boîtes et les retail n'a absolument rien à faire en réalité. Donc quand on disait aujourd'hui les logiciels montent mais les semis baissent, je suis pas certain que les gérants fondamentaux fassent quoi que ce soit. Par contre le retail et les paniers et les banques qui tradent essentiellement via des paniers thématiques, c'est ce qu'ils font, c'est de l'arbitrage en fait. T'es long loser de l'IA et short winner de l'IA, et puis ça sera l'inverse potentiellement demain. Donc, mais plus fondamentalement, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que oui, il y a une forme de... Il y a déjà le marché américain, le S&P, hors IA et hors énergie, en réalité, il en baisse. Depuis 18 mois, quand vous regardez les prévisions des entreprises hors IA, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas une amélioration des BPA. Et on sait que le moteur de la bourse, en réalité, c'est l'augmentation des résultats. Donc, depuis 18 mois, sur l'IA, les CAPEX IA, les IPS ont monté de 55%. Donc, en fait, la hausse qu'on voit depuis 18 mois, elle est alimentée par le fait qu'on a passé notre temps à augmenter les prévisions et les estimations. Mais hors cette thématique-là, il n'y a pas de croissance. Donc, ça veut dire qu'on est une hausse, effectivement, dans un tunnel sur quelques notes. C'est sans filet, en fait, maintenant. C'est un peu ma définition. C'est qu'aujourd'hui, on dit souvent en bourse, il faut acheter la rumeur et vendre le fait. En réalité, les SMI, il faut se rappeler un truc sur les SMI, c'est que c'est un secteur qui était détesté. Mais oui, avec des cycles hyper courts, hyper violents, et globalement, où la plupart des gens, en réalité, ils comprennent rien, parce que tout le monde s'excite sur Bézi, sur Extron, vous parle de HBM, moi je suis long HBM, tu sais même pas ce que c'est, et de toute façon, tu vois la boîte 10 fois, t'as pas compris, donc je schématise un peu. C'est bien de ramener un peu d'humilité dans le débat en réalité... c'est un très bon point, les semis, c'est cyclique. On oublie que c'est cyclique. Donc là, on est à la création du cycle. C'est que tu as, et que les semis, c'est la dérivée seconde des 400 milliards l'année dernière, ou il y a 2 ans, 600 l'année dernière, 800 cette année, 1000 milliards l'année prochaine de CAPEX, des hyperscalers. Donc il faut que cet argent, à un moment, il aille quelque part. Donc effectivement, le bottleneck qu'on a trouvé, c'était les SMI, et puis en plus, il y a eu la crise en Iran. Donc voilà, donc il y a eu tout cet aspect-là. Et quand vous écoutez le patron de STM, d'Infineon, il vous explique que ce qu'on voit en ce moment, ils ne l'ont jamais vu de leur carrière, et ils n'ont pas 25 ans. J'espère, oui. Donc le seul problème, et c'est ce qu'on... entre guillemets, le symbole absolu, c'est spécifique, c'est que c'est pas parce que ce qui se passe est réel, va impacter nos vies, va impacter tout ce que vous voulez, que le prix actuel est le bon. Parce que y a un truc qui s'appelle le temps en bourse,
Et le timing, c'est important. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, ces sociétés arrivent à délivrer dans un temps que la bourse accepte. Et le problème du temps, c'est que c'est relatif. On le sait depuis pas mal d'années. Et en bourse, c'est encore plus relatif parce qu'on s'en fout jusqu'au jour où on s'en fout plus du tout. Oui. Et c'est comme ça que les bulles explosent. C'est qu'en fait, on a accepté de payer France Télécom, Orange à l'époque, en 2000, je ne sais pas combien de fois le chiffre d'affaires parce que c'était la mode. Et du jour au lendemain, on s'est dit, non, en fait, on ne va plus la valoriser comme ça. Résultat des courses, c'est monté à 200 en 2000. Et qu'est-ce qui fait dérailler le narratif alors ? Ce qui fait dérailler le narratif, c'est pas les Amazon, c'est pas... Et qui, entre nous soit dit, Amazon a baissé de 95% pendant la bulle, à l'explosion de la bulle Internet. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Amazon à l'époque, c'était pas le Amazon qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une thématique est extraordinairement puissante et que ça va marcher que les cours de bourse vont pas se faire massacrer. Donc il faut séparer dans la thématique qu'il y a la réalité économique de la réalité boursière. On l'a vu dans la défense. Entre 2022 et 2025, c'était le darling de la bourse. Plus du tout en 2026. Là, on a fait un peu notre période un peu de calme. Peut-être que c'est là maintenant qu'il faut y retourner. Et là, sur l'IA, il y a eu cette période. Après, ce qui s'est passé, c'est que depuis 36 mois, ou en fait, depuis fin 2022, depuis début 2023, ces sociétés n'ont fait, en réalité, qu'alimenter de façon positive les sociétés cotées, les grosses, avec des prévisions de résultats qui étaient constamment meilleures. Les gens ont passé leur temps à se tromper sur Nvidia au niveau des prévisions, idem sur Alphabet, tout cela. Donc, en fait, il n'y a pas d'irrationalité sur ces sociétés-là. Le seul sujet qu'on peut se poser, par exemple, sur Nvidia, tu te dis, ça faisait 56% de marge brute. Aujourd'hui, on est à plus de 70%, ou on est monté à 76%. Quand est-ce qu'ils reviennent à 56%? Est-ce que c'est cohérent qu'une boîte de semi-conducteurs, même qui fait des GPU, et une fois encore, rappelez-vous, GPU, il y a 5 ans, tout le monde trouvait que c'était la loose. Ah bien sûr. Ils n'avaient pas trouvé de cas d'usage. Et voilà, c'était la loose. Bon, il y a eu le Bitcoin, et il y a eu... Et sauf que maintenant, on n'a pas la dernière fois, vous avez le TPU, vous avez des architectures qui sont un peu différentes. Et moi, je laisse la parole. Le gros sujet qui m'embête, moi, personnellement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de business model encore. On en a parlé, la tokenomics, on ne les maîtrise pas. Non. Parce que quand Uber dit, moi, ça m'amuse, j'adore l'IA, mais j'ai cramé tout mon budget de token en 4 mois. Donc, Anthropic, c'est super, mais je vais arrêter parce que ça me coûte trop cher. Donc, ça veut dire que tout ce modèle économique, en réalité, il est absolument pas installé et personne ne le connaît. Donc, faire un business model pour XAI, pour valoriser la valeur de SpaceX, aujourd'hui, c'est de la flûte. Dire comment on va rentabiliser Colossus, en réalité, s'il n'y a personne qui paye, on ne sait pas combien les gens vont payer. Donc, c'est en train de changer l'humanité. C'est un acte de foi. C'est en train de changer l'humanité, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf qu'à un moment, il faudra que quelqu'un paye, et ça ne sera pas les hyperscalers ad vitam aeternam, ce ne sera pas le private equity non plus. Donc, il faut qu'il y ait un modèle qui se mette en place. Et en plus, on rentre peut-être dans une première phase de guerre des prix, peut-être entre les fournisseurs de modèles, qui va encore reporter d'autant plus l'horizon de rentabilisation. En fait, la tech, tout est différent, mais c'est toujours pareil. Il y a 25 ans, on cherchait un modèle à Internet. On a mis combien de temps à le trouver? Un peu de temps. La guerre des prix, c'est un point intéressant. Oui. Parce que les GAFAM n'ont jamais été en concurrence directe les uns face aux autres. Et là, chacun avait son précaré. Voilà, et ils se respectaient presque. Mais là, aujourd'hui, ils vont adresser le même marché, l'entreprise. Est-ce qu'ils ont pris en compte qu'ils étaient plusieurs acteurs ou est-ce qu'ils s'attendent comme avant, comme à Amazon, à couvrir plus de 50% de part de marché? Et ça va être un vrai sujet pour eux. Et la guerre des prix, ça peut faire peur au marché. Non seulement toute l'organisation de la monétisation, le business model, je pense, n'est pas fait, et entièrement à construire. Dans les entreprises, aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent l'IA, ça c'est sûr. Mais on arrive dans... Oui, individuellement. Individuellement. D'accord. Et maintenant, chaque entreprise va devoir mesurer la génération de valeur de l'IA sur chaque projet, tout en l'intégrant à une gouvernance globale. C'est beaucoup de travail, on ne connaît pas les résultats, on ne sait pas si sur tous les sujets, l'IA est capable de générer vraiment de la valeur. En sachant que et à quel prix? Les modèles chinois, c'est entre 10 et 40 fois moins cher
Microsoft Copilot qui est prêt à ouvrir, effectivement, à s'ouvrir à DeepSeek ou à d'autres modèles chinois. Enfin, pour open source. Ouais, pour open source. Non, mais pour ces consommateurs. C'est quand même un sujet, parce que ça veut dire que donc ça veut dire que le modèle de Mistral est potentiellement le bon aussi, mais ça veut dire que les milliards qui ont été investis de façon assez consanguine, quand Microsoft investit dans OpenAI en lui vendant du crédit Azure, en fait, qui repaye derrière. Acheter du Nvidia. Pour acheter du Nvidia, qui lui-même... Nvidia a fait son propre modèle open source. Donc tout ça, quand je dis que le financement n'est pas clair et que le business model de tout cet écosystème n'est pas clair, il l'est encore moins, parce que les Chinois étaient nulle part. On parlait que des GAFA. Là, les Chinois, ils ont une vraie capacité. Et au plus, ils sont totalement autonomes énergétiquement, les Chinois, contrairement à plein d'acteurs. Oui. Et aujourd'hui, si Anthropic on peut pressentir Anthropic comme le futur leader, le numéro 2, le numéro 3 peut très bien dire, en fait, moi, ça va être 3 fois moins cher chez moi. Bah ouais. Alors, vous faites quoi? Vous vous souvenez du leader d'Internet tout au début? Absolument. Peut-être, au début, plus personne. Je ne suis pas certain qu'il y ait énormément d'industries qui soient à la fin, entre guillemets, dominées par son leader. Par le pionnier. Ouais. Les pionniers, c'était Alta Vista, c'était Yahoo, c'était Lycos. Bon, là, ça fait vieux, tout ça, mais c'est pas eux qui ont gagné. Et Google était nulle part à cette époque-là. Sur le cycle semi-conducteur, oui, vous dites, alors, super cycle, mais cycle quand même. Mais il y a toujours, il y a toujours un cycle. On nous a fait croire pendant longtemps que le luxe était... Exactement. On a fait croire que le luxe était acyclique. Croissance, acyclique, et paf. Et LVMH aura un -8 de croissance. Ouais. Et ce qui est très violent en bourse, c'est que quand on considère des sociétés comme capables de générer de la croissance tous les ans avec une augmentation des marges, le jour où ça s'arrête, c'est le double effet. C'est le double effet. Non seulement les chiffres baissent, donc le multiple n'est plus le même, mais en plus on n'a plus du tout la volonté de payer le même multiple. Donc c'est un dérating qui fait très très mal. Comment on gère ce risque dans les portefeuilles quand on est gérant d'actifs professionnels? Diversification. Et Sébastien, vous disiez tout à l'heure que les gérants actifs n'ont pas fait grand-chose hier ou aujourd'hui. La réalité, c'est que nous, dans nos portefeuilles, on a un petit peu de semi. Alors je pense qu'on a bien quand même désexplosé les portefeuilles depuis pas mal de temps, mais on a remis des pieds aussi dans le logiciel, et donc on a quelque chose qui est capable d'être un peu, on adorait avoir quelque chose de très 4-4, et qui supporte des changements d'environnement. All weather. C'est ça. On essaye d'y. Non, mais donc l'idée est quand même, c'est déjà ce que vous implémentez dans les portefeuilles, ce que vous mettez en exécution dans les portefeuilles. On allège un peu la partie semi-conducteur et les profits qu'on a engrangés sur cette partie-là pour réallouer quand même sur d'autres parties du marché. Sur la valo. Et quand la valo devient tendue, ou quand elle intègre des croissants des BPA à long terme qui, selon nous, ne sont pas tenables, quand c'est survalorisé, on est obligé de prendre des profits. Ouais, bon, comment on gère ce risque qu'il y a effectivement dans les stratégies, dans les portefeuilles là aujourd'hui, Enguerrand? Effectivement, ça a déjà été dit, diversification, mais diversification veut aussi dire bien regarder ce sur quoi on va. Aujourd'hui, l'IA est tellement partout aujourd'hui. Si on achète des émergents asiatiques, en fait, on achète de la tech. Si on achète du Japon sans faire trop attention, on achète de la tech. Donc en fait, c'est presque effectivement, alors il y a soit aller sur les logiciels, encore une fois, je suis assez d'accord avec ça, je pense que jouer ce qui a été massacré sous le thème de IA loser, parfois ça peut être intéressant, parce que c'est pareil, on va se rendre compte que pareil, on va reparler des vieilles choses, mais si on se rappelle de 2000, là on disait que Carrefour c'était mort parce que les gens n'iraient plus dans les magasins faire leurs courses. Alors il y a le click and collect aujourd'hui, mais ça a mis du temps, puis les gens vont quand même encore dans les magasins malgré tout. Donc, et d'autant plus quand il fait chaud. Voilà, en plus. Alexandre Bompard, surtout quand les magasins sont climatisés. Avec la canicule. Donc il y a toujours ceux dont on dit qu'ils vont disparaître dans les 2 ans à cause de la nouvelle technologie. Bon, souvent ça prend un peu plus de temps, donc ça c'est pas inintéressant. Et puis, après l'autre diversification, c'est d'aller voir ce qui est vraiment complètement en dehors de la thématique IA et qui des thèmes complètement décorrélés alors.
Il y en a quelques-uns. Et on peut, typiquement, on parlait du luxe. Le luxe peut-être en être un. On part de loin, mais on commence à avoir quelques signaux faibles, que ce soit en termes de flux, en termes de vente. Par exemple, aux US, on voit que on commence à stabiliser les ventes du luxe aux US. On a peut-être un one-off un peu avec la consommation asiatique, avec tous les employés de Samsung et des Skylinks qui ont pris des primes de $300,000. Et puis voilà, on voit aussi qu'il y a des flux d'investisseurs, hedge funds qui commencent à repartir un peu. Donc là, on est clairement sur des secteurs qui sont complètement décorrélés de la thématique tech. Il y a, je crois que j'avais déjà abordé sur ce plateau-là la dernière fois, tout ce qui est lié à la consommation un peu low middle income aux US. On voit que là, le marché de l'emploi qui repart un peu. On a des revenus du travail qui reviennent. Quand on regarde les titres de conso aux US en 2025, c'était un bain de sang. C'est des choses qui ne sont pas forcément liées. Alors même si ça peut être indirectement lié, parce que l'effet richesse des ménages américains vient de la bourse et ça vient de la tech. Donc il y a quand même un lien indirect, mais c'est quand même un lien très indirect. Donc là, on a des secteurs pareils qui sont un peu décorrélés. Les banques européennes ou japonaises d'ailleurs, c'est le cas aussi. Qui se sont mises à sous-performer un petit peu ces derniers temps. Enfin, en Europe, en tout cas, les financières, là, depuis le début de l'année, font... Là, les banques se sont bien repris récemment, notamment avec les taux. Mais voilà, là, on a des secteurs qui, évidemment, tout après se recorrèlent à l'économie globale ou à la tendance des marchés, etc., bien entendu. Mais il y a très peu de ramifications de ces secteurs-là vers l'AI. Contrairement même à d'autres secteurs. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à dire peut-être qu'il faut revenir sur les défensives. Et puis j'entends régulièrement parce que la pharma ça marche plus. On se dit on va revenir sur les utilities. Les utilities sont complètement liées à l'IA aujourd'hui. Donc c'est un moteur aujourd'hui pour un des moteurs de l'IA. Donc il y a beaucoup de secteurs en réalité qui sont liés. Les industriels évidemment c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont même qu'on n'identifie pas comme IA, mais qui en réalité sont très corrélés en termes de facteurs de risque. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de chercher ce qui est vraiment décorrélé. Bien sûr, il faut qu'il y ait un cas sous-jacent. Typiquement, la pharma, là, oui, c'est décorrélé, mais par contre, le cas, pour y retourner, il n'est pas évident à définir. Donc, il ne faut pas non plus faire des choses contrariantes pour être contrariant. Mais voilà, essayer de chercher, comme le luxe, comme d'autres choses, des choses qui n'ont pas de lien direct ou alors très 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 indirect avec toute la sphère tech. C'est une manière de le jouer. Et puis après, sur des portefeuilles diversifiés, d'aller voir aussi du côté de l'obligataire, du côté d'autres classes actifs, évidemment, aussi qui permettent il y a d'autres choses à faire. Même si on a aussi de plus en plus d'IA dans des indices crédits du fait des émissions obligataires. Donc il y a aussi une exposition IA sur cette partie crédit. Sébastien, je repensais à ce que vous disiez, Louis et vous, sur la partie logicielle aussi. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment, je ne sais pas, une Nvidia, un Anthropic, un OpenAI, signer un deal majeur, une opération de fusion-acquisition majeure d'un gros éditeur mondial de logiciels? Est-ce que ça peut être le sens de l'histoire aussi, qui permettrait de réconcilier, puisque les patrons de ces boîtes-là, Anthropic, Nvidia, OpenAI, nous disent non, mais les logiciels, on n'est pas en opposition avec les logiciels. On aura besoin des éditeurs de logiciels pour maximiser, optimiser la diffusion de l'IA dans les entreprises. Je crois que ce qu'ils font là déjà, c'est qu'ils deviennent société de services. Donc, et OpenAI et Anthropic sont en train de devenir des sociétés de services pour vendre les applis autour de leur LLM. Dans l'idée d'une accélération de la croissance externe, ça peut être un moment pertinent et ça peut être le genre d'opération que le marché attend aussi peut-être pour se repositionner plus franchement sur le secteur logiciel. Non, j'y crois pas forcément. En fait, parce que le problème de la tech, c'est que vous avez ce qu'on appelle le legacy cost, c'est-à-dire le coût de l'histoire en fait. Et le problème du coût de l'histoire, c'est qu'il est énorme. Donc, vous êtes Anthropic, vous rachetez SAP. Vous vous plombez, quoi. Non, mais en plus, non, mais surtout qu'en fait, mais par rapport au logiciel, moi, la vision qu'on peut avoir, c'est qu'en réalité, il y a ce que le marché dit, c'est des losers de l'IA, et ce que les maths vous disent. On avait fait le calcul, moi j'ai fait le calcul sur Dassault Systèmes. Donc, tu es vraiment catalogué par la bourse comme le loser de l'IA total. Et en fait, pour justifier le cours de bourse récent, on calculait quel était le taux de croissance à l'infini implicite que donnait un DCF pour justifier la valeur. On était 1%. Et en fait, 1%, c'est pas une grosse croissance à l'infini, mais c'est pas nul. Pour une boîte comme Zalando, le retailer allemand, on était à moins 14%. Wow. Donc le Zalando est catalogué comme un loser de l'IA, vraiment.
Dassault Systèmes a beaucoup baissé. Son multiple est passé de plus de 40 fois l'EBITDA au pire à je ne sais pas combien aujourd'hui. Mais le marché ne dit pas qu'il n'y aura plus de croissance chez Dassault. Non, et au plus haut, à la sortie du Covid, le G implicite, le taux de croissance à l'infini implicite, est un ordre de 5 à 6%. Donc en réalité, il a directé, mais comme il se doit, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire, je ne sais pas exactement la même chose, mais en tout cas beaucoup plus vite. Donc le problème de ce qui se passe en ce moment, c'est que vous pouvez faire infiniment plus rapidement, à partir de zéro, à partir d'une feuille blanche, ce que des sociétés ont mis des années à construire. Alors après, dans le cas des SAP, par exemple, c'est pareil, on était autour de 1% de croissance à l'infini. Au plus bas, on était négatif à 2 ou 3%. Mais le vrai sujet, pour eux, c'est pas ça, de toute façon, parce que c'est le backbone de l'entreprise, donc ça va pas être remplacé par de l'IA demain. Par contre, ce qui est possible, c'est plus la même croissance. Ce qui est possible, c'est que les add-ons qui les enrichissaient, là, ça sera fait en interne avec des agents. Ouais. Donc, tu as tout l'agentique qui change tout. Donc, c'est probablement un peu de croissance qui est rognée. Et c'est ce qui arrive avec les LLM, en fait. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils prennent des parts de marché aux logiciels, aux boîtes de services. Est-ce qu'ils prennent tout? Certainement pas. Mais ils en ont pris un peu. Donc, fondamentalement, ça a quand même été pour ces sociétés-là des mauvaises nouvelles. Et alors, à eux de se réinventer. Je ne sais plus c'est quelle société là de IA native qui est en train de se réinviter totalement dans la santé, ça me reviendra. Et en fait, moi je fais beaucoup de start-up, j'en vois beaucoup. Ça pivote tout le temps. Le vrai talent, Nokia est un multi. J'allais parler. Est un multiple pivot. Un multi-pivoteur. Alors il y a le problème des sociétés multi-pivoteurs, c'est que c'est aussi potentiellement des bons pivoteurs. Il y en a plein qu'on a connus vers nulle part, mais non, mais c'est ça qu'on a. En fait, en tant que gérant, c'est ce qu'on achète aussi avec un management, c'est-à-dire une capacité à ce qu'ils prennent les bonnes Nokia qui fait partie de ces quelques stocks en Europe aujourd'hui qui tirent la performance des indices, quand même. Grand retour de Nokia, mais on peut citer Intel aussi. Enfin, il y a les retours quand même de toute une série d'entreprises dont on ne savait même plus qu'elles existaient encore. Un bon moyen de gagner de l'argent en bourse aujourd'hui, c'est de faire comme Trump. Donc faites comme Trump, faites comme Nancy Pelosi. Élire président non, pas du tout. Faites comme Nancy Pelosi. Donc ce que vous faites, c'est vous regardez leur portefeuille et globalement ils sont bien informés. Donc copier le portefeuille des élus américains. Ouais, ça marche pas mal. Vous savez qu'à l'ICC, ils sont passés au niveau des délits d'initiés, je crois qu'ils sont passés de 35 à 2. Oui. Donc c'est plus facile d'en faire. Donc il y a des trackers, j'aime pas les trackers, mais il y a des trackers qui se sont montés sur les portefeuilles, de Nancy. Bien sûr, oui. Mais il y a un panier pour tout, comme il y a un groupe de travail pour tout à la Fed, il y a un panier pour tout sur les marchés. On va dire un mot de la Fed, mais je voulais qu'on dise un mot de l'Europe aussi sur le plan boursier. Louis, est-ce que la réouverture d'Ormuz, telle que le marché l'anticipe, avec quand même peut-être un degré de fiabilité un peu plus important aujourd'hui, est-ce que ça ouvre à nouveau des perspectives pour les marchés européens? D'autant que, comme on le disait, si on enlève la partie tech des marchés américains, l'Europe et les États-Unis se retrouvent à peu près dans les mêmes rythmes de progression boursière. Oui, tout à fait. On est au niveau pré-crise, en fait. Je pense qu'on est pile, on est à peu près revenu, stock 600, c'est ça, sur les niveaux de fin février. On a les chefs d'entreprise avec qui on discute régulièrement nous disent que l'impact crise Moyen-Orient, finalement, il n'est pas si important que ça. Ce qui aurait été inquiétant, c'est pour la publication des résultats, d'avoir des chefs d'entreprise qui vous disent on commence à avoir un impact et ça nous gêne un peu de ne pas avoir de visibilité. Là, manifestement, on a l'impression que Trump, en tout cas, fait tout pour que le détroit reste ouvert, même beaucoup de concessions, des concessions même très surprenantes dans leur ampleur. Donc, il y a du potentiel. Les croissances des BPA attendues sont plus élevées qu'il y a 3 mois, grâce à l'énergie, évidemment. Mais si on trouvait un peu de potentiel fin février, on doit pouvoir en trouver un peu aujourd'hui. Après, il faut faire la sélectivité aussi. Et c'est quelles idées, quels thèmes qui nous guident quand on investit en Europe, là, aujourd'hui? On a parlé du thème tech US. C'est un méga trend. Digitalisation, on en a parlé, on en parle, on en reparlera.
En Europe, il y a une prise de conscience sur la souveraineté qui est très importante. Donc, tout ce qui touche à la souveraineté, et pas que la défense. Et la défense, vous le disiez, c'est peut-être un bon point d'entrée. Ça s'est fait massacrer. D'autant que la défense fait plus rien depuis l'été dernier, voire ça fait performe. Ça fait 0. Donc j'espère que sur un an glissant, c'est 0. La défense, parce que sinon c'est déjà joué. Oui, mais c'est intéressant aussi parce que finalement revenir sur une thématique où on a des croissances de BPA attendues qui sont extrêmement dynamiques et avec des valorisations qui sont considérablement pour le coup détendues. Honnêtement, aujourd'hui, ça se regarde très sérieusement et à compléter en diversification action européenne avec tout ce qui touche à la souveraineté européenne, l'infrastructure, l'énergie, l'électrification, le renouvelable. Il y a beaucoup de choses à faire en Europe quand même. Qu'est-ce qui fait que le marché, que les perspectives de marché n'ont pas été aussi abîmées que ce qu'on aurait pu craindre par la crise d'Ormuz, notamment en Europe, en guerre? C'est toujours cette idée de la résilience, mais elle s'interroge à chaque crise, d'une certaine manière. Oui, il y a plusieurs sujets. D'abord, ne serait-ce que sur le pétrole, on est dans un monde où l'intensité d'utilisation pétrolière est quand même moins forte que ce qu'on a connu par le passé. Et puis, on a des prix du pétrole qui, en réalité, compte tenu de la crise qu'on a eue, n'ont pas énormément monté. Pourquoi on n'est pas allé à 150 ou à 200 ? Alors, en fait, il y a la conjonction de plusieurs choses. Il y a d'abord on a commencé l'année avec des stocks de pétrole très élevés au niveau mondial, notamment en Chine. Donc, la Chine, c'est simple. Ils ont tapé un tout petit peu dans les stocks qu'ils avaient, ils ont arrêté d'importer. Donc, vous avez déjà toutes les importations chinoises qui ont chuté, je ne sais plus, de 30 ou de 40%. Déjà, ça fait quand même... la Chine a été sans doute un des plus gros amortisseurs du choc énergétique. Et l'utilisation des réserves stratégiques. Là-dessus, on rajoute un peu de baisse de demande parce que le choc a fait un petit peu peur, etc. Puis en plus, on a des zones géographiques, l'Europe, c'est le cas, où la conso et tout n'est pas non plus en excellente forme. Donc, on rajoute un petit peu de baisse de la demande. Plus, on a après quelques détails en utilisation quand même de tout ce qui était réserve sur l'eau, en fait, tout ce qui était au moment du déclenchement du conflit, qui a été bien utilisé. Alors, ceci étant dit, heureusement quand même qu'on a ce deal qui arrive aujourd'hui, parce que là, on commençait à arriver à un moment où on était proche d'un point de bascule. Avec la saisonnalité qui se rajoutait aussi, parce qu'en fait, le conflit est arrivé quelque part à une bonne période, dans ce que les brokers de matières premières appellent la shoulder période, c'est-à-dire entre le pic de demande hivernale pour le fuel, le chauffage, etc. et avant le pic de demande estivale pour les transports. Donc là, on avait quelque part une saisonnalité qui était favorable. Là, on commence à arriver sur le moment où on a la demande estivale, plus le début de reconstitution des stocks pour l'hiver. Donc, là, un mois de plus de fermeture, peut-être qu'on allait revoir, peut-être qu'on allait à 150. C'était peut-être une question de temps. En tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus inquiétant. Là, finalement, on a des prix du pétrole qui, à part vraiment sur quelques journées, ne sont pas montés très haut compte tenu de l'ampleur de la disruption en matière d'offres. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a eu plus de crainte finalement que d'impact, avec un prix du pétrole à, on va dire, 80-90 $. C'est pas idéal, c'est moins bien qu'à 50, mais l'économie mondiale, elle survit totalement avec un pétrole à $. Il n'y a pas de sujet. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui a beaucoup joué. Il y avait des acquis, des embarqués de croissance qui étaient quand même relativement corrects, même en zone euro. Le premier trimestre n'était pas folichon, même quand on enlève la problématique de l'Irlande qui a pesé sur le chiffre global. Mais même sans ça, c'était pas fou, mais on avait quand même un acquis de croissance qui était à peu près valable. Donc, finalement, tout ça se tient un peu. Et puis, on a au niveau mondial quand même tout ce cycle, malgré tout, de donc tout le monde bénéficie. Qui tient la croissance. Donc, moins de casse que prévu quand même à travers cette moins de casse que prévu, un petit peu plus quand même, je pense, de changement du leadership, du potentiel économique. Le thème Europe, renouveau de l'Europe était très valable en début d'année. Je pense qu'il l'est un tout petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire en Europe, mais je pense que le thème du redémarrage macro en Europe a pris à minima un petit peu de retard, surtout avec l'action de la BCE en face. Mais bon, à part ça, on n'a pas une économie mondiale qui est sortie des rails. Et sauf renouveau de la guerre, ce qui pourrait arriver, à mon avis, pas dans les prochaines semaines, peut-être plutôt après les mid-terms aux États-Unis. Ça, je serais moins surpris. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça la fasse dérailler. Bon. L'Europe en tant que terrain d'investissement, qu'est-ce que vous trouvez intéressant en ce moment, à ce stade ? Est-ce que la réouverture d'Ormuz quand même permet aussi de retrouver un peu de visibilité sur la croissance des économies, des entreprises, et donc peut-être se réintéresser à des thèmes un peu plus cycliques
En dehors de la seule thématique de l'IA, aussi vaste soit-elle. Non, on parlait de souveraineté. Moi, je pense que c'est le thème central, en fait. Mais c'est pas une fable, c'est une réalité investissable. Ah non, mais au-delà de la défense, vous avez la souveraineté énergétique, évidemment. Nous, par exemple, on a un fonds climat, en fait, climat et new energy. En réalité, c'est 50%, c'est l'IA, le climat, en fait. Et les data centers, entre guillemets, c'est alimenté par de l'énergie et aussi de l'énergie nucléaire, évidemment, d'énergie propre et ainsi de suite. Donc, en réalité, la souveraineté énergétique est massive, la défense est massive, la santé. Alors, la santé, effectivement, ça marche pas. Factuellement, ça marche pas. Donc, je répète pour la 55e fois que le prix Nobel 2024 de chimie, c'est Demis Hassabis, donc patron de l'IA chez Google, et prix Nobel de chimie, AlphaFold, il a sa nouvelle société. Donc, je pense qu'on est à l'aube de découvertes sur la santé. Là, les premiers produits full IA rentrent chez l'homme cette année. Donc, normalement, ça met 10 ans ou 15 ans avant de rentrer chez l'homme. Là, on est à 2 ans, 3 ans. Donc, c'est une accélération du temps qui est fou. Donc, je pense que c'est que le début. Pour moi, vous avez adoré les anti-obésité, vous allez adorer les je sais pas quoi. Mais sur quoi? Et ça viendra de nouvelles sociétés? Ça viendra pas des big labos existants? Ah non. Oui. Mais enfin, en réalité, les gros labos... les hyperscalers arrivent bien à naviguer à chaque nouvelle vague technologique. Oui, mais la réalité, il y a combien de... Microsoft est la seule boîte du monde de l'histoire qui a réussi d'être leader, qui a réussi à être dans tous les cycles d'innovation technologique. Dans 2 cycles de suite, et là, ils sont leaders dans le 3e aussi. Ouais. C'est jamais arrivé. D'accord. Okay. Donc, en réalité, ce n'est jamais arrivé. Donc, et puis, les labos pharma, on les connaît un peu. Sanofi, citez-moi des produits sortis de Sanofi. L'exemple de Sanofi. Mais ils sortent des produits qui ont de la croissance, etc. Mais qui souvent les ont achetés, et qui les ont achetés à des biotech. Parce que le modèle économique de la pharma, c'est d'acheter des biotech. Et quand les produits... Donc, d'ailleurs, il y a, je ne sais plus laquelle avait monté, parce qu'ils ont fait un partenariat, justement, avec le Société Demis Hassabis. Donc, ça va venir un peu de là. Et puis après, sur les thèmes qui nous sont chers à tous les trois, au niveau des micro-small cap, vous avez beaucoup de place, parce que là, vous avez beaucoup de sociétés qui sont vraiment pas chères du tout. Donc, vous êtes dans les 4-5 fois les EBITDA, des sociétés free cash flow positives qui valent rien. Et puis, vous avez un peu déserté quand même. Qui a été clairement déserté. Moins suivi, moins... Ouais, il y a des fonds de qualité qui font plus de 30 l'an dernier et qui sont à plus de 10 cette année. Donc, non, mais... Un marché moins suivi, c'est plus d'opportunités aussi. C'est plus... Oui. Quand on fait bien son boulot. Et juste pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ont envie de... Parce que c'est facile maintenant d'acheter du private equity facilement pour son PER et son PERCO et tout ce que vous voulez. Il y a juste un truc que j'aimerais rappeler, c'est que nous, on gère des fonds de sociétés cotées avec des VL quotidiennes liquides. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, notre fonds microcap, peut-être qu'on avait au small cap, on avait peut-être 25% de logiciels en août de l'année dernière. Ouais. Quand il y a besoin de sortir, c'est plus facile. Il y en avait peut-être 3 ou 4 en mi-janvier ou mi-février. Alors, à tort ou à raison, peu importe. Mais le point, c'est qu'on n'est pas coincé comme ça. Ça évite de perdre 5 milliards comme Thomas Bravo. Non, mais on est dans un monde qui change vraiment vite. Donc être capable de faire de la location thématique de façon active. Alors, pas trop active, notre métier, c'est pas de changer de... Non, on est tous très buy and hold. Mais on sait être agile au moment où il faut qu'on soit agile. Et c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on peut offrir. Et ça, c'est un actif qui est quand même important dans un monde un peu incertain. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Lalvé, Montpensier Arbevel, Louis Albert, Auris Gestion et Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier.